bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation et aussi l'invitation. C'est un grand plaisir pour moi d'être ici à Issoire, en Auvergne. Je voudrais vous proposer une communication avec une relecture critique de la biographie de Raymond d'Aguilher, participant et chroniqueur de la première croisade et auteur de l'Historia Francorum qui separant Jérusalem. L'objectif est de réexaminer sa place dans l'historiographie des croisades, mais aussi de mettre en lumière de nouveaux éléments biographiques en avançant l'hypothèse que Raymond d'Aguilher pourrait être l'auteur de plusieurs écrits. Le point de départ de cette réflexion est le jugement radical, ici, Quaker rare, de Clemens Klein, c'est l'Allemagne, mais c'est mon traduction libre en français, qui voyait en Raymond un fanatique religieux exploiter sa position à des fins personnelles. Ce jugement contraste avec le faible intérêt que la recherche a généralement porté à Raymond et à son œuvre, éclipsé par la défaite politique du camp provençal dirigé par Raymond IV de Saint-Gilles, sans doute le plus grand perdant de la première croisade. L'Historia Francorum se distingue par son caractère profondément théologique et mystique, fondé sur des visions et révélations reçues par les croisés, notamment lors de la découverte de la semblance à Antioche. Si l'autographe est perdu, plusieurs manuscrits subsistent. Le plus ancien est ici, c'est le Codex de Grâce égale, issu du Lepuy, fut offert à Louis VII vers 1137-1138. L'absence de mention postérieure à 1099, ni la mort de Godefroy de Bouillon, ni celle de Raymond de Saint-Gilles, et certains indices linguistiques confirment également une rédaction très précoce, contemporaine des événements décrits, puis après la première croisade. L'Historia Francorum apparaît ainsi comme un témoignage provençal unique, alliant expérience personnelle, mystique collective et mémoire immédiate des événements. L'analyse intertextuelle montre que Raymond connaissait le Gesta Francorum, la première source de la première croisade, que Pierre Toudebot dépendait de son récit et que Fouché de Chartres en reprenait certains passages, faisait l'Historia Francorum une référence pour le premier chroniqueur de la croisade. Nous avons ici la présentation de Cluster Analysis. Ici, c'est la dépendance de Raymond et des autres sources. Alors, vous voyez que Raymond établit la liaison avec Fouché de Chartres, parce que Fouché utilisait beaucoup de passages de Raymond. Et aussi, le graphe a présenté la liaison entre Raymond d'Aguilher et aussi les autres sources comme Gesta Francorum. Dans le prologue de l'ouvrage, les auteurs se présentent comme Pontius de Balladuno et de Raimundus Canonicus Podiensis. Pons provenait très probablement de Balazuc et était le fils de Gérard, seigneur de Balazuc. Pons trouva la mort lors du siège de Acca, après avoir participé à la découverte de la semblance. Son influence sur le contenu de l'ouvrage demeure difficile à évaluer. Il se peut qu'il ait fourni certaines notes ou matériaux préparatoires. J. Rubenstein estime que le passage de nature militaire lui serait attribuable, mais, quoi qu'il en soit, la rédaction définitive revient à Raymond d'Aguilher. Bien que le manuscrit présente diverses graphies de son toponyme d'appartenance, c'est Agilher, Agile, Aguilher,
l'origine de Raymond renvoie à Aigules, près du Puy-en-Velay, où il était chanoine de la cathédrale Notre-Dame. Beate Schuster a suggéré que le nom Aigules, et je pense de Aigules à coudre, serait une allusion métatextuelle critique à Raymond de Saint-Gilles. Mais il semble toutefois probable qu'il dessine le piton volcanique sur lequel s'élève la vie d'Aigules. Raymond d'Aguilère fut chapelain de Raymond de Saint-Gilles, comme il le rapporte. Cette désignation mérite nuance. La chapelle du comte comprenait plusieurs chapelains, comme Simon, Pierre de Narbonne, Herbert de Chasdieu, Guillaume Higues de Montaigne, probablement sous la direction de Guillaume, évêque d'Orange. Raymond, qui lui rendait compte des activités du visionnaire Pierre Bartholomé, voit sa position s'accroître avec la mort ou l'absence de nombreux ecclésiastiques provençaux pendant les croisades, dont Adhémar de Lepuix et Guillaume d'Orange. Cette ascension est perceptible dès la fin du siège d'Antioche. Il accédait alors à des informations clés et se présente pour la première fois comme chapelain du comte le 10 juin 1098. Il participait également à la découverte de la Saint-Lance aux côtés de Pons de Balazuc et on détient la relique lors de la bataille décisive contre les troupes de l'Atabek de Mossoul-Kourboga. Jusqu'à la fin de 1099, Raymond consolide sa position auprès de Comte, l'accompagnant même au Jourdain lorsque la majorité des partisans de Comte l'a quitté. Reste toutefois la question de savoir s'il faisait déjà partie de l'entourage de Raymond de Saint-Gilles ou d'Adhémar de Lepuix avant la croisade. Il convient de noter qu'il est impossible d'identifier Raymond d'Aguilère dans l'entourage de l'évêque du Puy-en-Velay, Adhémar, de l'évêque de Viviers, Laudegarius, Léger, à qui est dédié l'Historia Francorum, ou du comte de Toulouse. Les sources diplomatiques des actes juridiques ne mentionnent aucune personne pouvait être sans ambiguïté assimilée au chroniqueur. Cela s'explique peut-être par la popularité du prénom Raymond dans le Midi et par le fait qu'avant la croisade, Raymond, notre chroniqueur, jouait un rôle limité localement. Les documents permettent toutefois d'identifier de nombreux chanoines depuis, par exemple Bertrand Dupuy, chapelain d'Adhémar, Bernard de Valence, chapelain d'Adhémar, mais aussi puis patriarche d'Antioche, Pierre de Mercure, Barthélemy Dupuy, etc. Plusieurs Raymond apparaissent dans les actes du comte Raymond de Saint-Gilles, mais aucune ne peut être attribuée avec certitude au chroniqueur. Néanmoins, les sources documentaires révèlent un réseau d'intérêts locaux ainsi que des liens familiaux et clientélaires dans le triangle approximatif Lepuix-Viviers-Vienne. Adhémar Dupuy était actif avant la croisade auprès des monastères de Montélimar et de Saint-Chafre de Monastier sous Gazelle, où Léger de Viviers intervient également en 1096. Alors, nous avons la liaison directe entre Léger et Adhémar Lepuix dans les actes juridiques. Raymond d'Aguilère se présente comme chapelain de Raymond de Saint-Gilles et met en valeur son patron en lui attribuant une aura quasi-messianique en tant qu'élu de la Saint-Lance et chef de Pauperes. Les gens supposèrent une grande proximité avec lui. Pourtant, dans l'Historia Francorum, l'image du comte apparaît beaucoup plus ambivalente. Cette observation nuance la relation entre chapelain et patron. Elle ne repose pas uniquement sur l'admiration, mais révèle également les ambitions matérielles et politiques de Raymond d'Aguilère dans le cadre de la lutte pour le pouvoir
du clergé provençal face aux autres croisés. La question du partage du butin à Jérusalem révèle les tensions internes. Raymond de Saint-Gilles refuse la couronne sans appui même parmi ses partisans. Et nous avons ce passage fameux en latin. Provinciales verum multa de eo turpia composuerunt ne in regem eligeretur. Et le comte se voit abandonné, vacuus itaque comes sociorum et amicorum auxilio. Et Pierre de Narbonne, l'évêque d'Albara et ancien chapelain du comte, remet la tour de David à Jérusalem à Godefroy de Bouillon, affaiblissant Raymond tout en préservant ses propres intérêts. Les Provençaux défendaient souvent leurs avantages plutôt que la cause de leur chef. Fidèle, Raymond d'Aguilère critique néanmoins dans l'Historia Francorum les faiblesses du comte, ce sont les maladies, inaction, impopularité, notamment lors du conflit d'Antioche avec Bohémond et les Normands. Ce passage montre un regard nuancé. Raymond n'était pas un panégyriste, mais un témoin loyal et critique en même temps, sans doute d'abord lié à Adhémar Dupuy avant de rejoindre les comtes pendant la croisade. Il convient se demander si l'auteur de l'Historia Francorum est resté dans le territoire conquis par les croisés ou est retourné dans sa région natale. Jean Richard pensait que Raymond d'Aguilère devait revenir au Puy-en-Velay pour occuper la dignité de chanoine. Cependant, des indices suggèrent qu'il a vraisemblablement resté en Orient au moins jusqu'en janvier 1103. Deux sources méritent attention. Premièrement, une lettre de septembre 1099 envoyée de Laodicée au pape par Dagobert de Pise, Godefroy de Bouillon et Raymond de Saint-Gilles. L'étude stylistique et la perspective provençale ont conduit à attribuer cette lettre à Raymond d'Aguilère en raison de termes propres à son œuvre, comme Hispania ou Maurus. Seuls Godefroy d'Agobert et Raymond de Saint-Gilles y sont mentionnés, tandis que d'autres croisés, comme Robert de Normandie ou Robert de Flandre, sont absents, montraient la volonté de présenter favorablement les comtes de Toulouse. Et, selon Thomas Smith, le document aura été dicté par Dagobert, archevêque de Pise. La probabilité d'identifier l'auteur de la lettre est soutenue non seulement par l'analyse qualitative de termes isolés comme Maurus et Hispania, mais aussi par une analyse stylistique précise réalisée avec le programme R-Stylo. Les données obtenues montreront que niveau N1 gramme, c'est-à-dire les mots simples répétés, le taux de correspondance était environ 82%, soit 493 mots identiques utilisés à la fois par Raymond d'Aguilère et l'auteur de la lettre. Deux phrases contiennent également 6 mots identiques consécutifs. C'est Deus per omnia secula seculorum amen, mais c'est très courant dans la liturgie chrétienne. Mais aussi, tanta fames in exercitu fuit ut. Étant donné que la lettre de Laodicée compte environ 1220 mots, cette similarité avec l'Historia Francorum n'est ni faible ni fortuite, et bien qu'elle ne permette pas d'attribuer directement la paternité à Raymond d'Aguilère, elle en rend l'hypothèse très probable. Ainsi, lorsque le futur patriarche de Jérusalem arrive en Terre Sainte, l'un des rares personnes capables de rédiger des documents à cette époque était le chroniqueur provençal. Il est également possible que Raymond d'Aguilère ait été en contact, voire au servi temporairement d'Agobert de Pise, le considérant comme un nouveau protecteur. Cette hypothèse est renforcée par le fait que l'archevêque pisan était connu dans le milieu provençal, apparaît comme témoin dans les documents de Urbain II concernant des institutions locales.
Dagobert figure notamment sur le diplôme de Cremont du 18 février 1095, confirmant la restitution des biens usurpés par Raymond IV de Toulouse à l'abbaye de Saint-Gilles, ainsi que sur un diplôme d'environ 1095, plaçant l'abbaye de Montmajor sous l'autorité de Saint-Victor de Marseille. Deuxièmement, un certain Raymond apparaît dans un document de Raymond de Saint-Gilles daté de janvier 1103 et mis au château de Montpellerin, près de Tripoli, assiégé. Les comtes y cédaient la moitié de la ville de Gibelais à l'abbaye de Saint-Victor de Marseille. Dans l'avant-dernier témoin, il est écrit « Durando et Raimundo quihan cartam fecit monachis », indiquant que Raymond a participé à la rédaction, bien que l'on ne puisse affirmer qu'il s'agisse de l'auteur de l'Historia Francorum. Les prénoms étaient très courants dans le Midi et parmi les troupes de comte. Mais plusieurs arguments plaident cependant en faveur de l'identification avec Raymond d'Aguilère. Comme chapelain, il pouvait préparer le diplôme, d'autant que le cercle lettré autour de Raymond de Saint-Gilles était devenu restreint en 1103, suite aux pertes dues aux maladies, à la femme et au combat, tandis que les renforts de l'Ouest n'étaient pas arrivés. Dans ce contexte, les comtes n'avaient guère besoin de chercher un autre notaire. De plus, bien que courant, le prénom Raymond n'était pas porté par un autre membre connu de la chapelle comtable. Les chancelleries, croisées en Syrie et en Palestine, y compris celle du royaume de Jérusalem, étaient limitées et peu organisées, et les spécialistes étaient rares. Raymond d'Aguilère en faisant partie. Enfin, le document de Raymond n'est pas un produit très formel, adoptant un style libre, proche de diplôme rédigé par Robert de Lorraine, le notaire fameux dans le royaume de Jérusalem, qui a préparé le diplôme pour Tancred, pour Baudouin, premier roi de Jérusalem, pour Godefroy de Bouillon ou les canonies de Saint-Sépulcre. Malheureusement, l'analyse stylistique réalisée avec l'outil Erstilo n'est pas entièrement utile dans ce cas. En effet, un diplôme obéit à ses propres formules et règles. De plus, le texte est trop court, c'est environ 520 mots, pour permettre d'y reconnaître des traits caractéristiques de l'atelier de la plume de Raymond d'Aguilère. Néanmoins, certains indices peuvent être relevés. Par exemple, le double recours dans les documents à l'idée de judicia de Dieu, ou au sens de juridiction de Saint-Pierre, motifs qui apparaissent de manière récurrente dans l'œuvre de Raymond. Et par exemple, nous avons le passage avec Terra Juris Beati Petri, au plus large, quod fidelis sit et justitiam Dei tenere voluerit, et si justitiam et judicium noluerit facere et tenere, sed per potestatem suam vult tenere civitatem, tu per te et per fratres tuos postula consilium ad Deo, et Deus David tibi. Alors, nous avons l'indication directe de 3 fois à juridiction de Dieu en le court passage. De plus, le chroniqueur a intégré au Historia Francorum au moins un document. Son certain formalisme et la datation précise de l'événement mentionné, l'épreuve du feu de Pierre Barthélemy, pour vérifier l'authenticité de la semblance, se distingue du reste de la narration. On ignore si Raymond en est l'auteur, mais il provient assurément de la chancellerie provençale à laquelle il apparaît déjà, ce qui suggérerait qu'il était apte à rédiger des diplômes pour le comte de Toulouse. Contrairement à la lettre évoquée, il y a une indication directe sur l'auteur des diplômes. Il s'agit du moine Raymond. Comme indiqué précédemment, Raymond d'Aguilère n'est devenu prêtre et peut être chapelain de Raymond de Saint-Gilles que
cours de la croisade, ayant approuvant exercer la fonction de chanoine à la cathédrale de Puy-en-Velay. S'il est supposé être devenu moine entre 1099 et 1103, cela élargit la perspective sur sa carrière ecclésiastique. Pour devenir moine, il aurait dû rester en Orient et rejoindre un monastère local, ce qui n'est pas exclu. Des établissements francs pouvaient servir de possibles lieux d'entrée. Il faut rappeler que Raymond de Saint-Gilles, avec une partie de ses forces, est allé jusqu'à Constantinople en 1099 et n'est revenu en Syrie qu'en août 1101. Les autres provençaux, parmi lesquels se trouvait probablement Raymond d'Aguilère, s'éteignaient soit à Laodicée, soit dispersés dans les territoires contrôlés par les croisés. Il est donc difficile de déterminer où l'auteur de Historia Francorum aurait pu devenir moine, mais plusieurs hypothèses existent. Il y avait en effet plusieurs monastères latins dans Jérusalem même. Ce qui pourrait expliquer sa sécurité, aussi matérielle, après le départ de son patron. Raymond d'Aguilère aurait ainsi pu être moine en 1103, tout en participant à la rédaction du diplôme et en rejoignant les forces de Raymond de Saint-Gilles après l'échec de la croisade de 1101, y restant en moine jusqu'en janvier 1103. Il est également possible aussi que les Durand mentionnés dans les documents soient Durand le Bœuf, confirmant la présence d'anciens proches d'Adhémar Dupuy dans l'entourage de Raymond de Saint-Gilles. Il convient de considérer la possibilité présence de Raymond d'Aguilère aux côtés de Dagobert de Pise durant l'absence du comte de Toulouse en Syrie et Palestine. Si l'auteur de Historia Francorum a rédigé la lettre mentionnée, il aurait pu rejoindre le service de l'archevêque pisan en septembre 1099, expliquant ainsi la rédaction de ce document. Raymond d'Aguilère aurait alors suivi l'entourage de Dagobert jusqu'à Jérusalem, celui-ci ayant besoin de ses compétences et pouvant les récompenser. Devenu rapidement une figure politique majeure en Palestine, Dagobert marginalisa Godefroy de Bouillon et imposa son autorité sur Jérusalem. Son action correspondait aux idéaux de Raymond d'Aguilère, ce sont la libertas ecclésiae et le renforcement de l'influence ecclésiastique aux dépenses des croisés laïques. Après la déposition d'Arnoul de Chauve, le clerc normand, Dagobert pouvait être perçu comme un allié naturel par les clercs provençaux. Parce qu'il y a la rivalisation entre les clercs provençaux et clercs normands sur la domination à Jérusalem. La chronologie soutient cette hypothèse. La fin de l'activité politique de Dagobert coïncide avec le retour de Raymond de Saint-Gilles. La période favorable au patriarche dura de décembre 1099 à novembre 1100, avant que Baudouin de Boulogne ne prenne le dessus après la mort de Godefroy. Dagobert fut alors relégué sur le mont Sion, interdit d'accès à Jérusalem, puis se rendit à Jaffa pour l'hiver 1101-1102 et à Antioche avant d'aller à Rome en mars 1102. C'est précisément à ce moment que Raymond de Saint-Gilles fit son retour en Syrie. En conclusion, si l'on admet que Raymond d'Aguilère a rédigé à la fois la lettre de Laodicée et les documents, le diplôme de janvier 1103, ce texte offre un ensemble cohérent d'informations sur sa vie après la première croisade.
Ils indiquent qu'il quitta Jérusalem pour l'Odyssée en septembre 1099, qu'il se trouvait auprès de Raymond de Saint-Gilles au Mont Pèlerin en janvier 1103 et qu'il demeura resté donc en Orient sans retour en Occident. Il dut probablement rejoindre un monastère latin, peut-être lié à Dagobert de Pise, soit pour assurer sa subsistance après le départ de son protecteur, soit pour participer à la mise en place de l'Église latine en Orient. Et dans cette perspective, l'Historia Francorum fut sans doute rédigée à Jérusalem, non immédiatement après la prise de la ville en juillet 1099, mais plutôt entre l'automne suivant et l'hiver 1101-1102 au sein d'un milieu monastique local. Ces éléments invitant à réévaluer le rôle de Raymond d'Aguilère, non seulement comme chroniqueur, mais aussi comme clerc actif dans la construction ecclésiale de l'Orient latin, capable de rédiger ou de préparer des documents officiels au sein des chancelleries croisées. En somme, cette hypothèse, jusque-là absente de l'historiographie, suggère que Raymond d'Aguilère fut l'auteur de plusieurs textes et qu'il occupa une place plus large dans la culture écrite et institutionnelle de son temps que ne laissent supposer les analyses historiographiques traditionnelles. Alors, merci beaucoup pour votre attention.